Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir patienté quelques minutes le temps qu'on nous rejoigne puisqu'on a un nombre d'inscrits assez important. Marie Robineau, avocate associée du cabinet Simon Associés, spécialisée dans la suivi et la prévention des entreprises en difficulté. Et pour ce casse-croûte juridique, je suis accompagnée d'Antoine Thébault qui va également se présenter. Antoine Thiebaud, avocat associé au sein du cabinet Cassertis Avocat, voilà, et qui intervient en procédure collective. Voilà. Et donc, on va répondre à ce thème qui est pas simple, la notion d'entreprise en difficulté, la notion de comment on gère les difficultés qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle société, qui fait pourtant partie de la vie d'une société dans des moments, dans des phases de développement ou au contraire de redéploiement sur d'autres activités. Et de vous présenter, alors en 1 heure et demie, ça va pas être simple, mais une boîte à outils qui existe dans le Code du commerce français et qui aujourd'hui est quand on la connaît, quand on l'a appréhendée, quand on a anticipé l'ensemble des leviers qui sont associés à cette boîte à outils, permet de répondre dans de nombreuses situations à des difficultés, d'y faire face pour passer sur une logique plus de croissance et de dynamique. Et donc, on est véritablement dans ce besoin de trouver l'outil qui va répondre aux difficultés. Outre l'outil, il y a sans doute un aspect sur lequel on va vous sensibiliser à nombreuses reprises avec Antoine, qui est comment on peut en amont détecter les difficultés. Parce que ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, définitivement, fait prendre conscience que plus on agit en amont, et plus les chances de succès et de réponse aux difficultés rencontrées sont réelles. Donc il y a une notion de prise de conscience qui n'est pas simple parce que il faut après assumer le fait que la société rencontre des difficultés et que dans ce cadre-là, il faut mettre en place une procédure qui peut prendre plusieurs angles, qui peut présenter plusieurs avantages, c'est-à-dire des avantages d'une certaine confidentialité, comme on va vous présenter les procédures amiables, ou au contraire une procédure collective qui là aura l'inconvénient d'avoir une publicité, mais qui a ses propres leviers aussi qu'on va vous mettre en avant. Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, et on aura la chance d'avoir le témoignage de Quentin Adam, qui est le président de la société Clever Cloud, c'est que qui dit procédure collective, redressement judiciaire ou sauvegarde, ne dit pas automatiquement liquidation judiciaire et fin de la société. Et cette notion trop souvent appréciée dans l'esprit collectif des chefs d'entreprise de se dire je suis en difficulté, il est certain que on va être en difficulté, on ne pourra pas faire face et les procédures ne nous permettront pas d'y répondre. On veut absolument être dans cette logique de présenter un caractère très dynamique des procédures qui existent, amiables et collectives, ce sont les deux angles qu'on va vous présenter, et de vous indiquer que, au regard des situations propres à chacune des entreprises, ces procédures permettent de répondre sur certains points à des difficultés, sur d'autres, elles présentent un avantage, un inconvénient, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui pour que chacun ait dans son esprit le fait que difficulté ne veut pas dire liquidation judiciaire et ne veut pas dire fin de la société qui a parfois eu une existence de longue date. Donc c'est vraiment en ça qu'on va appuyer, de se dire que cette boîte à outils, elle doit être connue, elle doit être appréhendée par les chefs d'entreprise. Bien évidemment, on ne demande pas une maîtrise totale parce que c'est technique et ça suppose de la pratiquer pour voir exactement comment on peut rebondir et quel outil mettre à tel moment. Mais il faut qu'il y ait ces réflexes absolument qui soient mis en place et qui soient des réflexes pas de dramatisation, mais au contraire de se dire, et Quentin Adam va être sur cet aspect-là un témoignage clé, de se dire on prend à bras le corps la situation et on analyse de manière assez objective la situation pour se dire ok, dans quelle procédure je dois me mettre aujourd'hui pour répondre aux difficultés que j'ai identifiées et pour répondre à une stratégie que je veux maintenant mettre en place. Et ce point-là est quelque chose de très important dans l'approche, c'est de dire j'ai des difficultés et je dois prendre à bras le corps pour apprécier la bonne procédure à mettre en place. C'est pas simple, ça demande un process important dans l'état d'esprit du chef d'entreprise, de ses conseils pour arriver à ce point-là. Vous verrez que dans nos discussions et dans nos échanges d'aujourd'hui, un point reste central, ça reste la notion d'outils de gestion, parce que qu'est-ce qui peut nous faire apprécier si on est dans une situation ou dans une autre et quelle procédure est la procédure adaptée? C'est définitivement l'évolution de la trésorerie. Et on s'aperçoit que trop souvent, il y a une négligence ou
pas une négligence, mais une absence d'outils permettant d'apprécier l'évolution de la trésorerie. Or, on peut enregistrer toute évolution de chiffre d'affaires, même positive soit-elle, s'il n'y a pas un regard trésorerie qui permettra d'anticiper les impacts. On se rend compte que ça va automatiquement créer des difficultés puisque la trésorerie va, à un moment donné, peut coincer parce qu'une croissance mal maîtrisée peut aussi coincer. Donc, il y a la notion de chiffre d'affaires, d'exploitation, mais trop souvent, la notion de trésorerie est ignorée. Or, c'est ce qui est quand même une notion clé dans comment on utilise cette boîte à outils et pourquoi on va mettre telle procédure en place plus qu'une autre. C'est vrai que la boîte à outils peut vous paraître très large parce qu'aujourd'hui, on a recensé plus ou moins 7 procédures entre les procédures amiables que va vous présenter Antoine dans quelques minutes. Amiable, on est sur du mandat ad hoc, conciliation. Il y a le point qui vient en tête, c'est tout de suite confidentialité, c'est le point avec les amiables. Après, nous avons les procédures collectives qui sont malheureusement plus connues, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Ça sera moins notre propos aujourd'hui parce que notre propos aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des personnes qui nous écoutent que les boîtes à outils, agir en amont, permettent justement d'éviter cette liquidation judiciaire. Et donc, c'est la façon dont on va travailler. Et là, le législateur a aussi été dans une réflexion de se dire, c'est pas noir ou blanc. Il a créé assez dernièrement des procédures hybrides qui sont entre la procédure confidentielle et la procédure collective, là encore pour être dans une logique d'efficacité de procédure. Ce qu'on veut aussi mettre en avant dans notre discours aujourd'hui, c'est que le législateur, c'est-à-dire les textes qui régissent les procédures de traitement des difficultés des entreprises, ne sont pas dans une logique coercitive, mais véritablement dans une logique d'accompagnement du chef d'entreprise. Et tout le témoignage de Quentin Adam qui a accepté de participer à ce casse-croûte, c'est dans ce sens-là, c'est de dire n'ayez pas cette méfiance souvent construite de on-dit et d'idées du grand public vis-à-vis du tribunal, mais il faut plutôt se dire, OK, j'ai un endroit en tant que chef d'entreprise, je peux être accompagné pour répondre à une situation qui est finalement assez commune, qui est de rencontrer des difficultés dans sa société parce que c'est la vie qui l'indique comme telle. Donc voilà un peu les propos liminaires que je vais vous mettre en avant avec Antoine aujourd'hui. On va commencer par cette première phase amiable présentée par Antoine, encore une fois sur des grandes lignes et sur un aspect très opérationnel pour que vous puissiez vous rendre compte des avantages et inconvénients de ces procédures amiables. Et dans un second temps, on aura le témoignage de Quentin Adam sur l'aspect très opérationnel de comment on vit une procédure de redressement judiciaire, comment on s'en sort et comment aujourd'hui on est, en tout cas, si ce n'est fier, mais on a pu en tirer les leçons pour pouvoir témoigner, pouvoir se dire que ça peut aussi accompagner d'autres chefs d'entreprise dans ces réflexions en cas de difficulté. Voilà. Antoine, je te laisse la parole. Merci Marie. Alors, parmi toutes les procédures, vous verrez la ligne de crête, la ligne de partage, c'est cette notion de cessation des paiements. Et selon que vous êtes ou non en état de cessation des paiements, eh bien à ce moment-là, le champ des possibles entre les différentes procédures va se trouver limité. Alors, cette notion de cessation des paiements est une notion très, très dynamique, c'est une notion de trésorerie. C'est le fait de ne pas pouvoir faire face avec son actif disponible à son passif exigible. Alors, le passif exigible, hein, de manière très, très, très simple, hein, faut avoir en tête, c'est le passif échu. Nous sommes le 25 mars et vous avez une facture que vous devez payer le 25 mars 2021. Voilà, c'est du passif exigible, c'est du passif échu. Maintenant, si ce fournisseur que vous devez payer le 25 mars 2021 vous dit de manière très officielle, écrite, je te laisse jusqu'au 1er mai pour payer cette facture, et bien à ce moment-là, de facto, le passif ne devient plus exigible. Et puis, de l'autre côté, face à cette notion de passif exigible, on a cette notion d'actif disponible. Et donc là, aussi, ayez en tête une idée très simple, l'actif disponible, c'est ce qui est réalisable à très bref délai. Donc typiquement, bah, c'est les liquidités que vous avez sur votre compte bancaire ou qu'on peut facilement mobiliser. Voilà, c'est sur un compte épargne, enfin un compte de trésorerie à part, mais voilà qu'on peut du jour au lendemain mobiliser. Et donc
à partir de cette ligne de crête, à partir de cette définition, ben, vous pourrez soit rester dans le champ des procédures amiables, soit au contraire, si, entre guillemets, la ligne rouge a été dépassée depuis très longtemps, eh bien, à ce moment-là, on est obligé de partir sur les procédures dites collectives. Alors, après, si on rentre davantage sur ces procédures amiables, en réalité, il n'y en a pas 36. Nous avons deux procédures qui sont prévues par le Code de commerce. On a tout d'abord une procédure dite de mandat ad hoc, et puis sinon, on a une deuxième procédure qui est la procédure dite de conciliation. Alors, tout d'abord, je vais rapidement présenter les points communs à ces procédures. Alors, tout d'abord, j'enfonce une porte ouverte, je viens de le dire, ce sont des procédures amiables. Donc, très clairement, on n'est pas dans un champ coercitif avec la procédure collective, où là, on est obligé de respecter une discipline collective. On est dans de l'amiable, c'est-à-dire qu'on va demander aux principaux créanciers de l'entreprise de se réunir autour de la table. Donc, c'est la force, voilà. C'est aussi la limite, la faiblesse, c'est-à-dire que ne se met autour de la table que ceux qui acceptent de venir autour de cette table. Voilà, il n'y a pas cette obligation, enfin cette obligation que l'on peut retrouver dans le cadre des procédures collectives. Autre point important et qui est commun à ces deux procédures amiables, c'est le caractère confidentiel. Alors ça, c'est un point tout à fait important parce que c'est vrai que le retour que l'on a souvent de la part des dirigeants, c'est de dire, bah oui, mais si je pars en procédure collective, aussitôt je vais avoir cette mention sur le cabis, je vais avoir mes fournisseurs qui vont plus forcément vouloir travailler avec moi, ça va être compliqué. L'avantage de ces procédures amiables, c'est que justement, on est dans le cadre d'une confidentialité la plus totale, et donc, de fait, on ne va pas provoquer la suspicion de la clientèle, on ne va pas provoquer les interrogations des fournisseurs, et de manière générale, générique, les partenaires de l'entreprise qui rencontrent à un instant T des difficultés ne seront pas au courant de celles-ci. Troisième caractéristique et avantage de ces procédures amiables, c'est que vous faites venir une tierce personne, qui est le mandataire ad hoc, qui le conciliateur, qui vont justement, qui sont des tierces personnes. Et ça, c'est un fait important dans la mesure où justement, ils vont épauler le dirigeant parce que justement, parce qu'ils sont parce qu'ils sont tierces personnes, justement, vont avoir du recul sur la société dans la mesure où vous, en tant que dirigeant, vous allez avoir le nez dans le guidon. Vous êtes dans vos problématiques quotidiennes de trésorerie, de gestion de personnel, de gestion des fournisseurs. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui est justement là pour gérer spécifiquement la difficulté, là où les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et donc, ça permet à un instant T de prendre du recul. Toujours au titre des points communs entre la procédure de mandat ad hoc et la procédure de conciliation, c'est donc la personne qui est nommée à ces fonctions. Alors, de manière simple, c'est toute personne qui sera désignée par le président du tribunal de commerce, généralement. Il y a, si vous voulez, aucune contrainte particulière concernant les qualités du professionnel qui est désigné. Alors,
je dis ça, dans la pratique, ce sont souvent, des administrateurs judiciaires, ce sont souvent des mandataires judiciaires. Et puis après, vous avez aussi des professionnels qui se sont spécialisés dans la gestion de ces difficultés, voilà, et donc qui n'ont pas le statut d'administrateur ou de mandataire liquidateur, mais qui sont clairement identifiés par les tribunaux comme étant des professionnels qualifiés pour intervenir, pour gérer la difficulté de l'entreprise. Ce point est important dans la mesure où, vu qu'il va falloir négocier avec typiquement un service contentieux de banque, ben voilà, faut quand même un professionnel qui ait et une expérience et les qualités requises pour introduire une négociation et qui surtout saura identifier très clairement dans un dossier les leviers, parfois l'absence de levier, les faiblesses qui permettront d'avancer utilement dans le dossier. La seule limite, finalement, et là, c'est un peu la logique des choses, qui est de dire, ben, pour que ce mandataire ait toute latitude, toute liberté, ce sera un professionnel indépendant. Je veux dire, indépendant, c'est simplement que ce sera quelqu'un qui ne devra pas avoir eu des relations économiques avec l'entreprise en difficulté ou inversement avec un des créanciers. Sinon, on comprend bien que la négociation pourrait être menée de manière, allez, un peu pipée, on va dire ça comme ça, voilà, et sans se faire forcément au mieux des intérêts du dirigeant. Donc, un professionnel indépendant qui sera désigné spécifiquement pour gérer la difficulté pour laquelle il aura été nommé. Un point important, une précision aussi, en tant que dirigeant, vous pourrez aussi soumettre le nom, un nom de mandataire, de conciliateur pour exercer la mission. Autre point important, autre point et dernier point important commun à la conciliation et au mandat ad hoc, c'est toujours la question de la rémunération. C'est une question qui revient souvent. Certains dirigeants ayant peur d'avoir une mauvaise surprise dans une situation de trésorerie déjà très compliquée, très délicate, d'avoir en plus un nouveau professionnel à payer. Là, en réalité, pour éviter les mauvaises surprises, au moment de la désignation de ce mandataire par le président du tribunal, la question de la rémunération est fixée et donc, grosso modo, on va évaluer au regard de la mission, on va évaluer le temps de travail nécessaire et puis on va caler une enveloppe, voilà, ce qui permet d'avoir un montant maximal. Et donc, de fait, ça permet à l'entreprise et à son dirigeant d'avoir une vision sur ce qu'il aura au maximum à débourser pour cette mission. Voilà donc pour les points communs au mandat ad hoc et au conciliateur. Alors, si on rentre plus précisément sur les deux procédures dites amiables, vous avez une première procédure amiable qui est somme toute relativement peu définie par le Code de commerce. Ça tient en un seul article, c'est la mention du mandat ad hoc. Voilà. Et donc, de ce point de vue, donc dans le cadre de cette procédure, le président du tribunal va nommer un mandataire dit ad hoc, avec à chaque fois, dans le cadre de cette désignation, la définition, la délimitation précise de sa mission. Alors, ça peut être aller chercher des réaménagements de dette. C'était l'exemple que je vous donnais précédemment, renégocier avec un service bancaire
un rééchelonnement d'un prêt, par exemple. Ça peut aussi introduire des négociations avec tel ou tel fournisseur pour débloquer la situation. Et donc, là, pour le coup, sur cette notion de mandat ad hoc, il n'y a pas de durée délimitée. Et donc, à l'arrivée, bah, l'idée, c'est le mandat ad hoc, le mandataire ad hoc a une mission, enfin, est désigné pour telle ou telle mission, et puis ben, elle se termine une fois la mission terminée. Donc, de ce point de vue, un cadre légal très, très léger en ce qui concerne le mandataire ad hoc. Quand on passe cette fois-ci à la conciliation, là on est pour le coup sur un cadre législatif, réglementaire qui a été beaucoup plus poussé, beaucoup plus réfléchi par le législateur. Et donc, de fait, on a un certain nombre de règles qui viennent très clairement identifier les différentes étapes de la mission. Le Code de commerce nous dit ben, on peut demander la désignation d'un conciliateur quand moi, débiteur, entreprise, je dois faire face à une difficulté juridique, une difficulté économique, une difficulté financière. Et précise le texte, alors ça peut être une difficulté avérée, bon ben, la difficulté elle est là, ou simplement on est vraiment dans de la prévention et on dit je vais certainement avoir une difficulté. On est dans de la difficulté prévisible. Voilà. Et donc, voilà le champ d'intervention dans lequel va pouvoir s'inscrire le conciliateur. Alors, petit retour en arrière par rapport à la notion d'état de cessation des paiements. C'est tout simplement parce que, au regard de cette notion, eh bien, on va pouvoir ou non partir sur telle ou telle procédure. Donc, si on n'est pas en état de cessation des paiements ou sur un état, alors si on n'est pas en état de cessation des paiements, on va pouvoir partir sur une conciliation dont je viens de vous parler, ou sur une sauvegarde judiciaire dont Marie vous touchera deux mots. Si au contraire, on est sur un état de cessation des paiements avérés, bah là pour le coup, ça modifie un peu le champ du possible, et donc soit on devra partir sur une conciliation, mais il faudra simplement prouver qu'on est dans un état de cessation des paiements inférieur depuis moins de 45 jours, ou bien au contraire, on a, entre guillemets, déjà passé la ligne rouge, et auquel cas on sera de facto obligé de se situer dans le cadre d'une procédure dite de redressement judiciaire. Voilà, donc c'est pour ça que cette notion de cessation des paiements est importante, et notamment à mettre en perspective, même sur les notions, même au regard des procédures dites amiables. Alors pour le reste, c'est ce que je vous expliquais. Le cadre de la conciliation est beaucoup plus défini par le Code de commerce, déjà dans le temps, puisque de fait, on part du principe que une bonne conciliation est une conciliation qui ne s'enlise pas. Et donc, à partir de là, on part du principe que, enfin, le texte prévoit que la conciliation, la durée de principe, c'est 4 mois. On peut on peut monter jusqu'à 5 mois, mais le principe, une conciliation, c'est 5 mois, avec là des aménagements qui sont intervenus, puisque il ne vous aura pas échappé qu'on traverse une situation sanitaire un peu compliquée. Donc ce délai-là a été porté à 10 mois. Voilà, mais là c'est un peu le caractère exceptionnel lié à la situation du Covid.
Mais sinon, ayez en tête, une conciliation, on part pour 4 mois, et on monte jusqu'à 5 mois, ou jusqu'à la décision qui va vraiment arrêter l'accord de conciliation. Donc ça, c'est un point important, et surtout le fait, pour éviter une sorte de maintien dans une zone, enfin dans une situation un peu artificielle, là aussi, on ne peut pas non plus enchaîner plusieurs conciliations à la suite. Et donc, typiquement, on doit, entre deux conciliations, ménager au moins un délai de 3 mois. Et c'est pour ça aussi que, généralement, quand on est sur des dossiers un peu compliqués, où on se dit que, mine de rien, le temps de réunir tout le monde autour de la table, ça va être un peu court, et bien à ce moment-là, on articule d'un côté un mandat ad hoc, plus ensuite une conciliation, de manière justement à se donner un peu plus de temps. Alors, ensuite, une fois que le conciliateur a été nommé, bah, celui-ci, il a toute latitude pour trouver un accord avec les créanciers de la société, avec les créanciers, les principaux créanciers de la société, hein. L'idée, c'est pas forcément de mettre tout le monde autour de la table, puisqu'à ce moment-là, ce serait d'une part un peu compliqué, et puis l'idée étant de retrouver de l'oxygène. Très clairement, vaut mieux travailler de manière intelligente sur les 2-3 créanciers vraiment importants qui mettent vraiment potentiellement la société en danger, plutôt qu'essayer de mettre autour de la table des créanciers qui, dans tous les cas, qu'ils soient présents, qu'ils soient là ou pas là à l'accord, dans tous les cas, ça va changer la situation de la société. Alors, ensuite, concernant l'exécution de la mission par ce conciliateur, il a accès évidemment à toutes les données qu'aura pu lui communiquer le débiteur, et puis surtout, il pourra aussi obtenir des renseignements de la part des organismes sociaux, des administrations et organismes publics, des organismes de sécurité sociale, et même des professionnels qui sont assujettis au secret professionnel ne pourront pas lui opposer justement ce fameux secret professionnel. Et donc là, typiquement, il pourra aller demander des renseignements auprès d'un commissaire aux comptes, auprès d'un notaire, ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision la plus objective, la plus exhaustive de la situation, de la société du débiteur. Voilà. Et ensuite, une fois que, dans le meilleur des cas, on va dire ça, on arrive à mettre tout le monde autour de la table, tout le monde fait preuve de bonne volonté, on arrive à se mettre d'accord sur le rééchelonnement de tel ou tel prêt bancaire, sur des nouvelles modalités de paiement avec tel ou tel fournisseur. Eh bien, on va formaliser cela par un accord. Voilà, donc accord, c'est ni plus ni moins qu'un contrat qui est conclu entre la société qui a sollicité la mise en place de la conciliation, et puis les créanciers qui se sont mis autour de la table. Et donc, cet accord, ensuite, très clairement, il a force exécutoire, et donc, c'est un contrat qui est amené à s'appliquer entre toutes les parties en présence. C'est un gros avantage, donc ça permet de fait, quand on arrive à mettre en place un tel accord,
de fait, de répondre à l'attente de l'entreprise et de son dirigeant. On redonne une bouffée d'oxygène. Et donc, de fait, l'entreprise va pouvoir, si tout se passe bien, repartir du bon pied sans sans devoir passer sur le volet procédure collective. Donc, typiquement, une situation typiquement de redressement judiciaire. Voilà. Alors, ensuite, quand on veut donner encore une force encore supérieure à ce contrat, à cet accord, on peut solliciter du tribunal que cet accord soit homologué. Alors, il y a deux, il y a un avantage et un inconvénient, selon d'ailleurs la situation et enfin le prisme, la manière dont on regarde le dossier. Alors, le petit inconvénient, c'est qu'à partir du moment où on va demander à ce que l'accord soit homologué, l'avantage dont je vous parlais au début, à savoir la confidentialité, va tomber, puisque là, de fait, on va dire, il va avoir une mention en disant, écoutez, on a eu des difficultés, vous le savez, après coup, certes, mais on a eu des difficultés, il y a eu un accord, et ça, ça va faire l'objet d'une publicité. Alors, publicité, somme toute limitée, au sens où ce n'est pas le contrat qui est mis en direct de tout à chacun. En réalité, on va simplement mentionner l'existence d'une conciliation qui a débouché sur un accord, et ensuite seront simplement énumérées les principales caractéristiques de cet accord. Donc, petit inconvénient, on perd cet aspect confidentialité, on finit par avertir les tiers que, on a eu quelques semaines, quelques mois un peu compliqués. Par contre, et là c'est un avantage, mais là je me déporte un peu et je me dis avantage non pas au titre non pas avantage pour la société, mais là plus pour les créanciers qui ont accepté de suivre la société, puisque de fait, si jamais, et malheureusement ça peut être aussi une situation, si jamais la société doit partir sur une procédure collective, l'argent qu'ils auront pu apporter dans le cadre de cet accord de conciliation, alors évidemment, ils seront obligés de le déclarer comme n'importe quelle créance dans le cadre d'une procédure collective, mais par contre, ils vont bénéficier d'un rang supérieur qui fera qu'ils seront un peu mieux traités, enfin ils seront mieux traités que les autres créanciers, je comprends les créanciers qui ne sont pas partis à l'accord, qui seront des créanciers chirographaires des plus lambda. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre sur cette procédure de conciliation, puisque je vois le temps également passer. Alors, il y a évidemment, là, je vous ai dressé le tableau le plus idyllique, c'est-à-dire qu'on s'y est pris suffisamment en avance, on a anticipé les choses, et donc on a une conciliation qui débouche véritablement, enfin qui débouche sur un accord, et donc de facto, voilà, cette période n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et puis après, on a la situation un peu moins rose, un peu moins idyllique, qui arrive, il faut quand même, faut pas se leurrer, où finalement on n'arrive pas à trouver, d'accord, et auquel cas, bah, très clairement, à ce moment-là, on est obligé, enfin, quasiment contraint de partir à ce moment-là sur une gestion collective de la difficulté, et donc on bascule à ce moment-là sur les procédures collectives. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Antoine. Et ce basculement sur une procédure collective,
en fait, va se faire dans la réflexion, c'est est-ce que les accords que je pourrais trouver en amiable seront suffisants pour répondre à mes difficultés? Parce qu'on sait qu'en amiable, il y a des choses qu'on peut négocier, c'est-à-dire qu'avec les établissements bancaires, des sécurisations de lignes court terme, des différés d'amortissement dans les lignes moyen terme, il n'y a aucune difficulté. En amiable, on arrive à les négocier. Mais est-ce que ces négociations, qui sont principalement bancaires, seront suffisantes pour faire face aux difficultés? Et si elles ne sont pas suffisantes, alors en effet, la réflexion doit se poser sur l'ouverture d'une procédure collective, qui est beaucoup plus effrayante, c'est vrai, parce qu'il y a un aspect public, parce que quand on l'ouvre, on va au tribunal de commerce, c'est une audience certes à huis clos, donc avec simplement le tribunal, il n'y a pas de regard critique de qui que ce soit, mais derrière, il y a une publicité attachée à ces procédures qui demandera d'avoir une communication différente vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, et d'avoir une vraie vision de ce pourquoi on se met en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde. C'est vrai que la situation, elle sera pour le chef d'entreprise une appréhension différente, raison pour laquelle ces procédures sont souvent très appréhendées par les chefs d'entreprise qui craignent une vraie destruction de la valeur de leur entreprise, de ce caractère public, avec des fournisseurs qui vont vouloir être payés immédiatement dès la livraison et des clients qui vont s'interroger sur la pérennité et se dire est-ce qu'on travaille toujours ensemble. Donc il y a une logique un peu compliquée, mais la procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde ont des avantages importants. L'avantage, c'est que déjà, l'activité se poursuit. Voilà, il faut garder ça en tête que sauvegarde ou redressement judiciaire, l'activité se poursuit. Sauvegarde ou redressement judiciaire, à un instant T, il y a un gel de toutes les créances antérieures. C'est-à-dire que pour le chef d'entreprise, c'est aussi une vision assez précise de se dire qu'à date, à une date précise, les dettes antérieures sont gelées et il n'y aura plus de négociation, plus à se consacrer sur ce passif qui parfois pouvait être lourd à gérer parce que les fournisseurs relancent, parce que l'URSSAF envoie des mises en demeure et que tout ça est très pressurisant. Le jour où la procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire est ouverte, c'est le jour où il y a un gel automatique et même si le chef d'entreprise voulait payer cette créance, il ne peut pas le payer, donc il a un argument tout trouvé vis-à-vis de ses interlocuteurs qui pouvait être un peu pressant. Et après s'ouvre la procédure collective. Je distingue peu entre la sauvegarde et le redressement judiciaire parce que les deux sont liés à un caractère public. Comme l'a indiqué Antoine, la sauvegarde nécessite de ne pas être en état de cessation des paiements. C'est-à-dire que, voilà, comme il vous l'a expliqué, d'avoir un passif un passif échu inférieur à cette trésorerie disponible en banque. Le redressement judiciaire le permet. Mais le déroulé des deux procédures est exactement le même. C'est-à-dire une date où il y a l'ouverture et après on se lance dans une période d'observation de 18 mois maximum. On est plus souvent sur 12 mois puisque c'est 6 mois exceptionnellement autorisé par le procureur. Donc, on est plus sur une période d'observation de 12 mois. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période d'observation? Quentin nous le décrira beaucoup mieux dans quelques minutes, mais d'un point de vue strictement juridique, on sera sous la surveillance du tribunal avec, aux côtés du chef d'entreprise, un mandataire judiciaire ou un administrateur judiciaire. Et le mandataire judiciaire est présent dans tous les dossiers. L'administrateur judiciaire, c'est quand on atteint un certain seuil de nombre de salariés, de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui majoritairement sur des dossiers où il n'y a qu'un mandataire judiciaire. C'est ce qu'a vécu Quentin Adam qui vous l'expliquera. Il n'y avait qu'un seul mandataire judiciaire. Donc pendant ces 12 mois, on va travailler avec le tribunal et avec le mandataire judiciaire pour apprécier quelle pourrait être la sortie pour la société. C'est-à-dire, OK, la société a rencontré des difficultés qui l'a obligé à solliciter l'ouverture d'une procédure collective avec le caractère public. Mais on est là pour un objectif. L'objectif premier, et là je dément tout ce qui peut s'entendre sur la place publique, d'un mandataire judiciaire ou du tribunal, ce n'est pas la liquidation judiciaire au motif qui serait mieux rémunéré en liquidation judiciaire. Ce n'est pas le bon motif, ce n'est pas vrai, c'est une légende urbaine qu'il faut démentir puisque ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que quand le dossier s'ouvre, il y a une vraie volonté de se dire comment on peut apprécier la faisabilité d'un plan de continuation, c'est-à-dire l'issue la plus favorable où la société, après 12 mois de période d'observation, va continuer son activité et assumer ses dettes sur un plan de continuation de 10 ans. C'est ça la démarche initiale qui est faite avec le mandataire et le tribunal pour se dire la société, on oublie le passé et on essaye de voir comment dans le futur on peut enfin arriver à une exploitation rentable et suffisamment rentable, c'est là où ça peut être compliqué, pour pouvoir absorber le passé et la dette qui a été constituée avant l'ouverture. Mais véritablement, c'est ça l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, c'est de faire un point d'arrêt sur la vie d'avant et se dire la vie d'après de la société,
comment elle va évoluer et comment sa rentabilité peut être retrouvée. Et là aussi, il n'est pas du tout exigé une rentabilité retrouvée dès le 2e jour après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire. Si la société décide de mettre en place des mesures pour redresser son activité, le tribunal admettra du temps, raison pour laquelle nous avons jusqu'à 12 mois, pour que la société soit en mesure de démontrer sa capacité à se retourner. Et il y a une vraie volonté à suivre les évolutions, à suivre les stratégies que le chef d'entreprise souhaite développer. Et là encore, le témoignage de Quentin Adam vous permettra de voir que le chef d'entreprise, après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire, ne perd pas tous ses pouvoirs de gérant. Et la stratégie reste entre ses mains, le quotidien reste entre ses mains, et il y a un rapport à établir avec le mandataire judiciaire qui, passé le premier mois de mise en place, de transfert de l'information, etc., est quasi indolore sur les mois suivants la période d'observation. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se dire. Oui, le chef d'entreprise, sur certains sujets, aura besoin de le faire en concertation avec le mandataire judiciaire et ou le tribunal, mais ce n'est pas au quotidien sa vie, et au quotidien sa vie reste de continuer à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire son activité. Il n'y a pas de remplacement par le chef d'entreprise. Donc, c'est vraiment en quelques mots, parce que je veux qu'on laisse vraiment la parole à Quentin, parce que ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui l'ont vécu. Nous, on est là en conseil parce qu'on connaît les leviers attachés aux différentes procédures. On sait quels sont les avantages et les inconvénients. Mais il est vrai que sur l'aspect des procédures, ceux qui en parlent le mieux, c'est les chefs d'entreprise qui l'ont vécu. Je remercie beaucoup, et je le fais dès maintenant, Quentin Adam, d'avoir témoigné, parce que c'est pas simple. Parce que autour de la notion de difficulté, et on voit bien que les événements qu'on fait sur ces difficultés captent pas forcément des chefs d'entreprise qui se disent ah non, si j'y vais c'est que ça va me porter la poisse. Non, parce qu'en fait ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est que la poisse, c'est pas forcément d'avoir des difficultés, c'est justement d'avoir des difficultés sans réagir, mais que quand on a une capacité à réagir, on peut transformer ça en aubaine et en véritable prise de conscience pour aller vers une autre direction que celle qui avait été suivie par la société depuis sa création. Donc, je vais maintenant passer la parole à Quentin pour qu'il puisse nous raconter son expérience autour de la procédure de redressement judiciaire qu'il a vécu entre octobre 2015 et octobre 2016. Donc, on a véritablement été sur une logique de 12 mois de période d'observation. Donc, ce que vous voyez sous les yeux, si le partage d'écran marche toujours. Donc, on a fait les 12 premiers mois de période d'observation. Et pour clôturer en octobre 2016 par un plan de continuation qui est toujours actuellement en cours, mais sur lequel une clôture anticipée est envisagée. Donc voilà, merci beaucoup Quentin. Dans un premier temps, si tu le souhaites, c'est déjà présenter la société Clever avant de rentrer sur le cœur de la procédure de redressement judiciaire que tu as assumée en 2015. Peut-être rapidement, donc, ce qu'on fait chez Clever Cloud, c'est qu'on automatise la gestion des parcs informatiques, notamment des serveurs. Donc, c'est une boîte assez technologique où on fournit vraiment une automatisation qui permet à la fois de réduire le coût, d'augmenter la qualité et surtout de gagner du temps et d'avoir une fluidité qu'on n'a pas nécessairement dans les infrastructures informatiques d'habitude. Donc, on est en clair un des acteurs ce qu'on appelle le cloud computing. On est une société qui a 10 ans, enfin qui a quasiment 11 ans maintenant. Et quand on rentre en redressement, c'est lié à des vraies difficultés, hein, des difficultés qui ne sont pas intégralement endogènes, hein. On avait un certain nombre de choses qui étaient des mauvais coups de chance du destin aussi. Après, on avait quand même un rythme de société où on était parti sur un modèle très start-up, où du coup, on grillait une trésorerie qu'on n'a pas nécessairement dans une vision rachat ou levée de fonds. Et il se trouve qu'on s'est pris les pieds sur le rachat pour des raisons mais complètement exogènes au deal. Et il y avait un certain nombre d'autres choses qui étaient dans le pipe, qui n'étaient pas terribles. Et là, je tiens à dire un premier truc, c'est quand votre boîte va pas très bien, ce qui peut arriver pour X raisons, et vous pouvez en être responsable ou pas, mais en fait, l'idée, elle n'est pas nécessairement de porter le sujet comme une croix. Quand votre boîte va pas bien, beaucoup de chefs d'entreprise ne s'intéressent pas à ce que veut dire la notion d'être mandataire social en tant qu'entreprise, donc ce que ça va signifier pour vous en termes de droit. Et surtout, beaucoup de chefs d'entreprise ne voient pas d'autres solutions que des solutions, j'ai entre guillemets, business, ou les fameuses solutions qu'on appelle de haut de bilan. En clair, aller chercher des investisseurs. Sauf que quand vous allez déjà mal,
Si vous allez prendre des investisseurs, vous n'allez pas les prendre aux bonnes conditions. Et en fait, vous êtes en train de créer une hypothèque terrifiante. Et nous, à ce moment-là, on va vraiment pas bien. On a du coup un arriéré compliqué et on n'a pas nécessairement les meilleures perspectives du monde en plus au moment où on va voir Marie pour la première fois. Et factuellement, si on avait fait du haut de bilan à ce moment-là, on se serait fait ravager. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se font ravager à ce niveau-là parce qu'ils n'ouvrent pas toutes les options. Et donc, nous, on va voir Marie parce qu'on a, ben voilà, on a catastrophe sur la situation. On sent que ça va être très difficile et on débarque en disant, OK, comment on peut ouvrir le sujet? Et peut-être, enfin, je te laisse prendre la main sur comment on raconte l'histoire. Non, non, mais pour rebondir sur ton propos, est-ce que je pense que c'est aussi une bonne introduction de cette logique de se dire, OK, on a des difficultés qui se traduisent en trésorerie parce qu'on voit bien qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à payer en temps et en heure et ça commence à se cumuler. Alors la solution, elle va d'aller chercher de l'argent entière. La vraie problématique, c'est aussi le temps. Parce qu'en fait, cette solution de se dire que la réponse aux difficultés, elle est dans la levée de fonds, ça veut dire qu'il faut avoir à minima entre 6 et 12 mois devant soi en termes de trésor. Sinon, de part, je rejoins complètement le propos de Quentin, ça sera une solution qui ne pourra pas être mise en place et qu'on va arriver complètement au bout de souffle dans le cadre d'une procédure où on n'aura sans doute pas le temps de faire autre chose qu'une liquidation judiciaire pour stopper la chose. Donc c'est vrai que cette logique, et c'est vraiment intéressant de sensibiliser l'ensemble des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui sont dans ce cadre-là ou qui ont ce projet-là, c'est que en effet, la levée de fonds n'est pas forcément la bonne réponse, et même très souvent pas la bonne réponse à des difficultés qui sont déjà présentes au sein de l'entreprise. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où on arrive enfin, au moment où on est en difficulté, donc là, on n'est pas du tout encore en redressement, on est plusieurs mois avant. Ouais. Donc, moi, quand j'arrive pour voir Marie et qu'elle me propose différents scénarios, la première évocation du redressement judiciaire, c'est quand même un truc que je rejette en bloc. Il a fallu faire de la pédagogie auprès de moi parce que j'étais pas à l'écoute comme beaucoup de dirigeants d'entreprise qui aujourd'hui ont peur de ce terme-là parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce à quoi ça fait référence. Et pour être clair, c'est quand même aussi une procédure. Et je pense qu'on va en parler, mais pour vous faire un fast-forward sur ce qui va se passer, c'est une procédure qui nous a permis de grandir, qui, moi, en tant que chef d'entreprise, a changé ma vision des choses, et qui, quand on arrive voir Marie la première fois avec des difficultés, on a des engagements de récurrence mensuelle faibles, des dettes importantes, un certain nombre de sujets compliqués, et une boîte très compliquée à gérer parce que dans une situation de trésorerie dégueulasse, quoi. Enfin, genre, vous voyez ce moment où vous passez votre temps à cavaler derrière le moindre euro et où la trésorerie est ignoble, ben, on est dans cette situation-là et on sait que ça va pas aller vers le mieux. Et aujourd'hui, Clever Cloud, pour vous donner une idée, on a multiplié l'effectif par 6 ou 5. On a un chiffre d'affaires mensuel qui représente la totalité du plan sur 10 ans de dette. Enfin, qui est supérieur en fait à ça en termes de volume. Enfin, on est une boîte qui a une très très belle croissance. On a fait plein de on a fait des années à plus de 10% par mois de croissance. Enfin, c'est une très très belle boîte et on n'a pas dilué lors de cette problématique-là. C'est-à-dire qu'on aurait pu à ce moment-là, l'alternative que j'ai eue pour que ce soit très clair, ça a été travailler avec les procédures de gestion de la difficulté financière de l'entreprise ou vendre la boîte au rabais en me faisant plier, quoi. C'était ça l'histoire. Il se trouve que quand j'ai donné le choix à mes associés et à mon équipe, tout le monde s'est dit le sang et les larmes, ça va être plus drôle. Mais en fait, enfin, avec rétrospective, on ne rejette pas du tout ce choix-là. C'était une bonne option. Et c'est la structuration autour de comment on a utilisé les aides qui nous amène là. Donc, qu'on soit clair, on n'a pas fait survivre la boîte. On l'a emmené sur un chemin de croissance incroyable grâce à ce modèle-là. Et c'est là où je veux insister, c'est une très belle opération pour l'entreprise, ça, redressement. Enfin, Et du coup, avec du recul, est-ce que, parce que c'est aussi ce qui peut effrayer pas mal de chefs d'entreprise, est-ce que les formalités liées à l'ouverture de la procédure t'ont paru lourdes? Est-ce que tu as eu le sentiment que aller au tribunal, c'était compliqué, rencontrer le mandataire? Quel a été ton ressenti à l'ouverture? Après, il y a eu les choses, elles se tassent, mais sur les premiers jours suivant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. non, ce qui m'a fait peur, c'est le jour où on a pris la décision dans ton cabinet de le faire. Là, j'étais angoissé. Et après, pendant toute la procédure,
ça s'est très bien passé. Alors, le fait que j'étais accompagné d'abord, enfin, j'étais très entouré, j'avais énormément de conseils pendant toute cette procédure. Euh, les quelques actes qu'on avait qui étaient un peu compliqués, qui auraient pu prêter le flanc à être attaqués, c'est des actes qu'on n'avait pas fait seulement sous seing privé, mais qui étaient des actes notariés. Donc, on avait un notaire qui nous accompagnait dans cette opération-là. J'avais un directeur financier qui était extrêmement motivé et qui était pugnace dans l'opération. On avait un comptable qui avait envie d'y aller aussi, et on avait l'accompagnement de Marie. Donc, je veux juste qu'on soit très clair, une procédure comme ça, c'est une procédure qui se travaille. C'est-à-dire qu'on a évoqué pour la première fois l'idée de cette procédure-là, on devait être en mai, pour l'ouvrir en octobre. Et que ce soit clair, une bonne procédure, je pense que c'est une procédure qui se travaille, qui se réfléchit, et la procédure en elle-même, la formalité, est pas spécialement pénible, en fait. Enfin, il y a pas, le formalisme est pas rude, enfin, c'est simple, et ça coule de source. Après, est-ce que je vous recommanderais de le faire tout seul? Non. Parce que clairement, il y a des subtilités dans la façon de présenter les choses, où je vous recommande de travailler avec des conseils spécialistes de la situation. Parce que sinon, vous allez manquer des messages qui sont dits d'une certaine façon par le tribunal et qu'il faut savoir décoder, et qu'on sait décoder quand on en a eu les clés. Mais il y a un sujet. Oui, et puis pour rebondir, il y a, je pense, pour le dirigeant, dans ces périodes-là, quand ça fait plusieurs mois, hein, parce que généralement, ça fait plusieurs mois qu'on sent que ça commence à se tendre, à se corser, il y a une vraie logique, et en effet, c'est un des facteurs de succès, de se créer un peu une team force autour de soi. De se dire, voilà, je vais avoir une équipe rapprochée qui va me suivre dans cette période un peu complexe, pour aussi que moi, je me sente à l'aise dans ce que je dois faire, mon métier que les autres ne savent pas faire, quoi. Ouais, peut-être pour prendre donc, la façon dont ça se passe, vous pouvez ouvrir un redressement sur deux solutions, en fait. Et c'est là où j'insiste sur le fait d'aller en amont. Soit vous allez demander votre placement en redressement. Vous débarquez, vous dites: «Je suis en état de cessation des paiements». Vous avez une histoire de date de la cessation des paiements qui, en vrai, parlez-en avec votre conseil. On a moyen de redéfinir facilement une date qui vous évite de vous mettre dans une position juridique délicate. Enfin, c'est pas si compliqué que ça de faire une négociation sur ce coup-là. Mais on arrive avec une boîte qui n'a pas une situation bonne. Vous avez deux options. Soit vous allez demander votre placement en redressement judiciaire au tribunal, soit vous attendez qu'un créancier, et dans 80% des cas, l'URSSAF, vous assigne au tribunal. La différence, elle est que si vous y allez et que vous demandez votre placement en redressement, il y a vous et le juge. Enfin, le juge, le mandataire, tout ça, enfin, le tribunal face à vous, mais vous êtes dans une pièce, donc c'est à huis clos, et vous expliquez vos problèmes et comment vous voudriez gérer le problème, et vous demandez votre placement en période d'observation. Ça se passe assez bien. Oui, Si vous, c'est bienveillant, ça dure pas très longtemps, bien sûr. si vous attendez de vous retrouver dans une audience d'assignation avec un créancier qui hurle à côté, d'autant plus l'URSSAF à 80% des cas, on va dire que l'ambiance dans la réunion sera, à mon humble avis, légèrement plus tendue et moins à même d'écouter vos préoccupations. Alors que sinon, c'est facile de défendre en tant que chef d'entreprise que vous êtes en train de faire un acte de gestion. Et c'est beaucoup plus... votre action est beaucoup plus audible par le tribunal. Et donc là encore, on répète cette notion de préparation là-dedans, qui est de dire, bah, si vous savez que vous allez mal, alors d'abord prenez du conseil. Nous, il se trouve qu'on avait un ou deux cas spécifiques dans notre situation qui faisaient qu'on allait aller au redressement. Il y avait pas de discussion là-dessus, parce qu'il nous fallait la protection du tribunal sur des sujets Sur les créances antérieures. sur des créances antérieures, il nous fallait enfin, puis on avait un créancier qui était l'URSSAF, qui était dans une posture relativement négative et qui avait décidé, enfin, posture négative sur lesquelles par ailleurs ils avaient tort, puisqu'on a gagné le procès depuis, mais ils ont été dans une posture extrêmement fermée, euh, et qui faisait qu'on n'arriverait pas à aller dans de la conciliation. Donc de toute façon, il nous fallait la protection du tribunal. Peut-être, ben, juste pour que ce soit clair, les mois où on a préparé la procédure ensemble, enfin, c'était des mois, il n'y avait pas d'argent chez nous. C'est-à-dire que moi, j'avais l'huissier tous les jours au bureau, on cherchait du blé partout. Enfin, pour être très clair avec les gens qui ont ici pu avoir des périodes tendues, c'était une période très tendue et pénible, très stressante, avec une partie incroyable de mon temps liée à gérer des problèmes communs de trésorerie sans intérêt et incapable du coup de faire avancer ma boîte.
Enfin, parce que pris par ça, en fait. On est allé au tribunal, on a dit on a besoin d'un redressement, on a été placé en redressement, mon dossier est filé à un mandataire, et après il se passe quoi? Après, tu es dans la temporalité du tribunal, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai récupéré 3 jours par semaine pour pouvoir bosser, en fait. Et ça, c'est un truc qui est très important, c'est vous vous rendez pas compte qu'en général, les difficultés arrivent dans le temps, mais vous vous rendez pas compte du temps que vous prennent les difficultés, en fait. Vous coulez dedans, en fait, vous ne faites plus votre boulot, vous passez votre vie à essayer de surnager, et vous êtes mal, en fait. Enfin, et vous ne pouvez pas avancer. Là, très sincèrement, mon impression une fois que ma déclaration a été faite, ça a été, on se revoit dans 5 semaines au tribunal. D'ici là, on va filer les éléments financiers au mandataire qui va tout regarder, et puis, voilà, quoi. Et justement, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti une perte de pouvoir dans la gestion de ta boîte ou comment tu as vécu cette logique? Parce qu'il faut quand même que chacun ait conscience que la contrainte peut-être première de la mise en place d'un redressement judiciaire et également d'une sauvegarde, c'est que l'ensemble des paiements sont vérifiés au mandataire judiciaire, vérifier que tout le monde comprenne, non pas pour dire vous avez le droit de payer ça, ah non, ça je trouve que vous ne devez pas payer ça, vérifier pour être sûr qu'on ne paye pas du passif antérieur. Comme il y a un gel du passif à l'ouverture de la procédure, le contre-paiement est principalement dans cette logique de s'assurer que les dettes qui sont payées sont bien celles qui doivent être payées postérieurement. Donc c'est l'une des contraintes en termes de gestion administrative, où avant de payer, vous adressez votre fiche de trésorerie au mandataire qui va la valide dans la journée. Est-ce que ça tu t'es On senti les perdre validait de les la paiements? Je me souviens pas qu'on Ouais. validait les paiements. Elle contre-signait, elle te disait OK, ouais. Ouais, au tout début, le premier mois. Non, pendant toute la période Tout de le temps, ça. on a fait ça, ok. Ouais. Vous voyez, c'est tellement pas été contraignant que je Ouais. m'en souviens pas comme ça, en fait. Moi, sincèrement, je gérais ma boîte. Après, oui, je rendais compte au mandataire de ce que je faisais, notamment sur la gestion de l'argent, parce que la procédure, elle est hyper protectrice pour l'entreprise et la gestion de la boîte. Donc, il faut nécessairement vérifier que tu n'es pas en train d'abuser la procédure. Enfin, c'est ça, en fait, la logique du Bien truc. sûr, bien sûr. Mais très sincèrement, je gérais ma boîte. Les mandataires ont été toujours très réactifs à mes problématiques et demandes. Les quelques fois où il a fallu qu'on remette certains contrats sur les routes, notamment, il y a un gros problème avec les banques qui ont une interprétation du redressement qui n'est pas tout à fait dans la légalité du redressement, où il a fallu réexpliquer aux banques ce qu'elles avaient le droit de faire ou pas, ce qui est un peu incroyable, où là, on a été obligé de solliciter donc le juge commissaire. Donc, pour vous la faire courte, pour que vous compreniez en tant que chef d'entreprise, votre redressement, il est suivi par 2 personnes, le mandataire, qui lui suit le dossier de la boîte et les finances et s'assure de ce qu'on fait, qui du coup, lui, facture des frais de gestion pendant toute la procédure, mais c'est pas très cher en fait, c'est pas tout à fait acceptable, et qui sera du coup gardien de votre plan, voilà. Ouais. Et Commissaire donc à aujourd'hui, l'exécution du plan, quoi. on bosse toujours avec le mandataire, même si factuellement on le voit jamais, enfin, on lui envoie des sous, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant à faire. Et de l'autre côté, vous avez un juge commissaire qui est l'un des juges du tribunal qui est nommé pour suivre votre procédure. Et en fait, c'est quelqu'un de réactif, c'est-à-dire que vous avez un problème. Donc nous, par exemple, les banques ont supprimé tous nos contrats alors que elles n'ont pas le droit de le faire. En fait, enfin, elles ont le devoir de maintenir leurs engagements antérieurs envers nous. En fait, c'est un mail au juge commissaire. Le juge commissaire a fait une ordonnance, nos contrats ont été rétablis. Et ce que je suis en train de dire, ça fait 3 jours. C'est pas, c'était pas un C'est pas une imbroglio lourdeur juridique, quoi. administrative, non, c'est pas une lourdeur administrative. Le tribunal de commerce est à la disposition et c'est pas une lourdeur administrative quand on le met en place. Et peut-être pour les dirigeants qui n'ont jamais été au tribunal de commerce, les juges du tribunal de commerce ne sont pas des juges professionnels. Ce sont des juges bénévoles qui sont en fait des anciens experts comptables, des anciens dirigeants d'entreprise, des gens en fait des forces économiques du territoire qui décident de donner du temps à la communauté économique du territoire pour la faire vivre en fait. Ce qui veut dire qu'avec un juge du tribunal de commerce, vous pouvez avoir une discussion rationnelle d'un point de vue business. Ce sont des gens qui vivent du business. Alors, moi, j'arrivais avec mon système où, même si on ne faisait pas énormément d'argent à l'époque, on avait des clients dans plusieurs pays dans le monde. C'était un peu bizarre pour eux, très, 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 très exotique comme truc. Donc, c'était pas toujours facile pour eux de comprendre ce qu'on faisait. Mais quand on leur disait, là, il faut que je paye ça à tel moment parce que c'était tel engagement et en fait, ça permet de générer l'argent comme ça, et voilà, il n'y avait pas de
il n'y avait pas de bureaucratie, si vous voulez. Oui, et il y avait pas de suspicion de quoi que ce soit. Voilà, c'est le dirigeant, la parole du dirigeant est entendue comme telle, il connaît son activité et donc on le suit Et des gens bienveillants. ouais, tout à fait. Que ce soit très clair, ce sont des gens qui ont toujours eu comme vision qu'il fallait que je sauve ma boîte. Ils l'ont jamais dit, mais l'audition qu'on avait était bienveillante envers nous. Alors après, il faut faire acte de contrition. À un moment, tu as géré ta boîte n'importe comment, tu l'as collée dans le mur, même si tu as 2-3 événements exogènes qui sont en responsabilité partagée, il y a un moment, en tant que dirigeant, tu as merdé pour être dans cette situation-là. Faut pas déconner non plus complètement. Une part de responsabilité. C'est ça. Voilà, c'est pas... Et donc, j'ai quand même été clairement aussi expliqué au tribunal que je demandais leur aide parce que j'avais déconné. Et ça, je pense que c'est assez important de ne pas arriver de façon suffisante devant le tribunal. Oui, puis d'avoir une vision à moyen, court, moyen et long terme, quoi, de se dire que voilà pourquoi la procédure de redressement judiciaire. Mais du coup, la crainte qui est souvent exprimée par les chefs d'entreprise, tu vas me dire comment toi tu l'as vécu, c'est ton rapport avec les fournisseurs. Ton rapport avec les fournisseurs et ton rapport avec les clients. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours de ah, vous êtes en redressement judiciaire, alors ça va, changer. Alors, sur les fournisseurs, nous, comme on avait préparé la procédure, comme on l'a dit, et qu'on avait réussi à sanctuariser un peu de trésorerie dans des coins, parce que, comme je vous l'ai dit, la situation était très compliquée, on avait de l'attribution saisie en permanence sur nos comptes, c'était un peu pénible. La veille en fait d'aller demander notre redressement judiciaire, on a fait un arrêté des comptes avec tous nos fournisseurs, et donc on les a payés de ce qu'on leur devait jusqu'à date. Et donc en fait, on n'avait pas de passif antérieur avec eux. Donc le lendemain, on n'avait plus le droit de payer notre passif, sauf qu'on n'avait pas de passif envers eux, et donc on a continué à les payer eux, et en fait, eux, ils n'ont même pas vu qu'on était en redressement. Donc eux, pas de changement de délai de paiement. On continue les relations tout pareil, sans difficulté. Le seul truc un peu bizarre qui leur est arrivé, je les ai appelés un jour en leur disant j'ai besoin de la facture à date de ce qu'on vous doit pour le règlement aujourd'hui, et c'est urgent. Et ça leur a fait un peu bizarre. Mais sorti de ça, voilà, ce qu'on avait calculé, hein. Enfin, c'était Ouais, précalculé chez nous. et c'est passif antérieur, pas de difficulté. Donc voilà. Il se trouve que par ailleurs, ce qu'on avait fait, nous, vis-à-vis de certains clients, on ne les avait pas facturés. Pourquoi? Parce que comme tu as tes comptes en attribution saisie toutes les 2 minutes, globalement, tu as quelqu'un qui passe vider les comptes, c'est insupportable, tu ne peux pas garder l'argent, en fait. Non, mais c'est ça, tu vois, mais c'est affreux. Va gérer une boîte avec quelqu'un qui passe tous les 3 jours te vider les comptes. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, en termes de gestion, quoi. Et déjà, j'étais un gestionnaire nul, tu vois. Non, mais là, c'était pas possible, quoi. Du coup, on a tiré un peu sur certaines factures qu'on n'a pas émises et on les a émises le jour du redressement. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la trésorerie est arrivée et elle n'était pas saisissable. Et donc, moi, je suis passé d'une boîte où on cavalait après une trésorerie qui n'existait pas à une boîte qui avait de facto une trésorerie à 5 digits en quelques jours et qui, du coup, avait les moyens d'investir dans sa croissance. C'est-à-dire qu'au moment où on est rentré en redressement, là où tout le monde a eu l'impression qu'on allait mal, on n'avait jamais été aussi bien depuis des mois, en fait. C'était parce qu'on avait structuré ça comme ça. Et ça, c'est une façon assez intelligente de structurer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai financé mon redressement comme ça. Parce que je savais que ça allait être un peu qu'un cas au début. Et après, en client, bah, tu as les clients qui sont abonnés à des systèmes qui vont s'allumer en rouge. Hein. Notre Banque de France plonge immédiatement. Donc, tu as des systèmes automatiques qui s'allument en rouge. Et là, en tant que dirigeant, il faut faire la capacité à les convaincre. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre votre procédure, il faut les guider, il faut leur expliquer que vous êtes en redressement et pas en liquidation, quelle est la différence, leur expliquer qu'il n'y a aucune chance pour que vous mouriez parce que vous savez exactement où vous allez. Et là, il faut faire acte de confiance. Et c'est pour ça que n'allez pas au redressement quand vous êtes déjà fini. Quand vous êtes épuisé. Parce qu'en fait, le moment où vous entrez en redressement, c'est le moment où il va falloir se battre, en fait. Pour, sur la place publique, défendre votre honneur, parce que clairement, tout le monde vous attaque, puis vous savez comment c'est le business, vous avez tout le monde qui se met à dober dans votre dos en disant que vous êtes fini, etc. Ce qui n'est pas très agréable, je ne vous le cache pas. Et donc, vous devez passer un certain nombre de coups de téléphone, y compris à des gens que vous appréciez pas beaucoup, en disant « Oh, j'ai appris que tu t'inquiétais pour nous, et ben je tiens à te rassurer. Tu vois. Tout va bien. Donc, c'est un moment où vous allez devoir imposer un peu d'histoire dans votre écosystème. Nous, on l'a fait parce que, encore une fois, on s'était préparé et je pense que je ne le dirai jamais assez. Vous êtes en difficulté ou un commencement de difficulté, prenez attache avec un conseil. Parce qu'en fait, il faut commencer à vous préparer et à bien apprendre votre procédure. La procédure, moi, je la connaissais parfaitement à la fin parce qu'il fallait que je défende pourquoi j'avais fait le choix de cette procédure auprès de tonnes de gens en permanence. Et vraiment, je pense que c'est un point qui a été important. Et donc, globalement, avec les fournisseurs, ça s'est très bien passé.
Sauf ceux qu'on avait décidé de planter parce qu'ils s'étaient mal conduits. Il y en avait quelques-uns, mais il n'y avait pas grand-chose. Je ne sais pas si tu te souviens, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, non, c'était pas les fournisseurs, notre sujet, non, c'est ça. Et les clients, oui, on en a perdu quelques-uns dans la bataille. J'ai envie de te dire Est-ce que tu penses que tu as perdu des marchés parce que tu étais en redressement, des marchés que tu n'avais pas encore, que tu n'as pas pu accéder à des marchés ou à des nouveaux clients parce que tu étais en redressement judiciaire? Oui, ça te bute les marchés publics. Marché public, j'ai fait une croix dessus à ce moment-là et j'ai dit, c'est pas mon marché, c'est pas grave. Il se trouve que moi, dans mon activité, pas gênant. D'accord. Mais clairement, sur tout ce qui est marché public de ce type-là, ouais, ça te tue ton marché public. D'accord. Enfin, à ma connaissance. Ouais, non, mais alors là, il y a une nuance à apporter pour tous, c'est qu'aujourd'hui, le Code des marchés publics fait une distinction entre la sauvegarde et le redressement judiciaire. Une société qui est en sauvegarde peut encore souscrire à des marchés publics et ne se verra pas automatiquement son dossier refusé parce qu'elle est en procédure de sauvegarde. À l'inverse, le redressement judiciaire n'est pas ouvert sur des marchés publics, ça c'est vrai. Et sur parce que tu as des clients au niveau national et international, est-ce qu'au niveau international, ça résonne une procédure de redressement judiciaire chez des clients ou au contraire, eux ne comprennent pas? Au niveau international, ça leur passe à 20 bornes au-dessus de la tête, personne n'a compris, personne m'en a parlé international. D'accord. En fait, ça a fait parler dans le microcosme nantais. Moi, la majorité de mes clients étaient sur Paris. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler et j'ai perdu quelques deals où tu as des gens en fait qui se sont servis de ce truc-là pour venir nous dober dans les bottes et se sont servis de cet argument-là pour faire sauter le deal. Ok, soit, mais enfin, d'abord le faire est extrêmement inélégant et ce sont des gens qui ont peu de façons de procéder et j'ai envie de dire, ben, si les gens sont comme ça, ils sont comme ça. Enfin, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. Mais ensuite, enfin. Franchement, j'ai pas perdu tant de deals que ça. Alors oui, ça s'allume en rouge vif dans beaucoup de gens, mais en fait, à chaque fois, j'ai réussi à expliquer le truc. Par contre, effectivement, j'ai perdu quelques deals et ça a d'autres conséquences. En fait, c'est pas la conséquence la plus rude. D'accord. Voilà. Dans le petit milieu entrepreneuriat, des gens qui se connaissent, clairement, tu deviens un paria. Il y a beaucoup de gens qui oublient ton numéro de téléphone. J'ai envie de vous dire, c'est une très bonne façon de faire le tri entre les gens qui sont des gens pertinents et des gens peu pertinents. Enfin, c'est une excellente façon de faire du tri, cette procédure. Mais oui, c'est un peu dur. Enfin, là-dessus, c'est un peu dur, mais sincèrement, sur les clients, ça a été. Ouais, c'est ce qui est le principal sujet, c'est de savoir est-ce que la procédure a un impact sur les clients. Et du coup, tu disais que ça n'a pas été la conséquence la plus dure. C'est quoi pour toi la conséquence la plus dure du redressement judiciaire? C'est l'amont de s'y préparer, après tu déroules. Est-ce que tu as senti à un moment donné qu'il y aurait un aléa sur l'issue? Est-ce que le plan de continuation, c'est-à-dire est-ce que nos dettes contractées avant l'ouverture de la procédure seraient remboursables? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de te dire, mais est-ce que mon business model va me permettre d'assumer mon passé ou est-ce que pour toi, la stratégie de la société, tu l'avais en tête et tu sentais qu'il fallait juste remettre en place des outils de gestion pour que ça marche? Quand j'ai lu le montant la première fois, je n'étais pas serein quand même. En fait, tu sais que tu as des dettes. Il y a un moment, tu prends l'addition de tes dettes. Tu fais genre, ah, on est mal quand même. Mais très sincèrement, une fois qu'on a commencé à travailler, à la réfléchir, cette dette, moi, je savais exactement comment on allait s'en séparer. Et voire même, enfin, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où cette dette-là n'a même pas de sens, en fait. C'est uniquement, en fait, pour se séparer d'un plan, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air d'un point de vue très administratif. Il y a un peu de procédure. Et voilà, et donc, en vrai, on aurait pu sortir du plan il y a déjà un moment et on est en train de nettoyer ça. Et c'est des sujets administratifs sans grand intérêt qui nous empêchent de le faire très vite. Mais voilà, il faut le savoir, le jour où vous voudrez sortir du plan, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Juste pour la petite traduction, c'est qu'un plan de continuation, donc c'est l'issue d'une procédure de redressement judiciaire et c'est un plan de sauvegarde pour une procédure de sauvegarde, mais c'est exactement le même principe, c'est qu'on va démontrer au tribunal que sur 10 ans, on a la capacité maximum, donc on peut le faire moins, on a la capacité d'absorber l'intégralité du passif antérieur, c'est-à-dire celui qui était né avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sachant que vous n'avez pas le droit de créer de passif pendant la procédure. Pendant la période d'observation. C'est très important. Tu ne peux pas passer en négatif, tu n'as pas le droit. C'est vrai. Non, mais voilà, on doit retrouver. Encore une fois, ce que je disais, c'est pas. On peut admettre un mois plus difficile que l'autre. Il n'y aura pas une conséquence immédiate, mais il faut qu'on démontre au tribunal que la rentabilité est restaurée. Encore une fois, le mandataire. Après, je pense qu'il y a des mandataires différents. Nous, il se trouve qu'on s'est très bien entendu avec notre mandataire, qui étaient des gens fondamentalement sympathiques et pragmatiques. Et effectivement, enfin, ils sont capables d'entendre une sorte de décalage de trésor sur 12 heures. Exactement. Encore une fois, c'est pas des bureaucrates. J'ai pas eu l'impression d'être
enfermé dans un truc où on ne pouvait pas avoir la fluidité que requiert le business. Non, c'est certain. C'est certain. Et donc, l'issue pour la société Clever Cloud a donc été l'arrêté d'un plan de continuation qu'on a mis de manière prudente sur 9 ans à l'époque, donc en octobre 2016. Mais dans le cadre du plan de continuation, vous avez toujours possibilité de demander une clôture par anticipation quand vous avez les moyens de rembourser le passif qui reste de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on avait imaginé initialement. Et dans Clever, il se trouve, c'est cette situation, c'est-à-dire qu'on a, par prudence en octobre 2016, parce que ça faisait 1 an qu'on était en train de se retourner, dit qu'on allait rembourser sur 9 ans, et des contentieux éclaircis, une position revenue à la raisonnable par l'URSSAF, nous permet aujourd'hui d'être dans une logique de clôture par anticipation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en effet, il y a ce passif et que toute trace de redressement judiciaire, plan de continuation sur le cabis de la société Clever Cloud va disparaître. Et c'est quelque chose qui n'est pas désagréable, même si aujourd'hui on arrive à vivre avec. Ça a une autre conséquence, en fait. Enfin, la première chose, c'est que quand on a fait le plan, on a fait un plan qui paraît très raisonnable au tribunal. C'est-à-dire que je n'allais pas écrire dans un plan pour un tribunal de commerce qui est habitué à gérer des boîtes, pas nécessairement en hyper-croissance ni de mon secteur, une croissance à 10 points par mois. C'est-à-dire qu'il m'aurait dit, vous êtes gentil, monsieur Adam, mais vous avez cramé. Même si moi, c'était la croissance que j'avais en tête. Et c'était mon plan à moi. Après, il se trouve que depuis ce jour-là, enfin, depuis, je suis devenu un bien meilleur dirigeant d'entreprise. Sincèrement, cette procédure a fait de moi un vrai mandataire social au sens de la gestion d'entreprise. Et en fait, j'ai un plan de gestion pessimiste très cash, très trésorerie dans la vie. Et j'ai un plan de rêve. Et c'est pas les mêmes. Et quand on a fait le plan pour le tribunal, on a fait un plan plus raisonnable qui serait capable d'absorber. Et même celui-là, ils n'étaient pas sereins quand même quand ils nous ont donné. Ils nous ont accepté le plan, mais ils n'étaient pas sereins. Et je pense que c'était très bien qu'on l'étale sur 10 ans, parce qu'à l'époque, quand on l'a étalé sur 10 ans, sincèrement, ça paraissait pas si facile que ça à réaliser. Il y avait beaucoup d'inconnus et ils nous ont fait confiance. Et sincèrement, ça a été un bel acte de foi de la part du tribunal aussi de nous faire confiance à ce moment-là, parce que oui, le plan tel qu'il était rédigé ne donnait pas plus que ça envie d'y aller, quoi. Vous pouvez marquer une certaine interrogation sur l'évolution de la société, parce qu'on avait un passif significatif et qu'on n'a que 12 mois pour démontrer qu'on a une rentabilité qu'on a restaurée, quoi. Ouais, et que tu relances ta croissance en 12 mois en plein redressement, enfin, tu vois, faut le sortir, enfin, c'était pas si simple. Mais il y a une confiance du tribunal et qui se dit aussi, pour que tout le monde ait ça en tête, que il vaut peut-être mieux laisser la chance d'un plan de continuation plutôt que d'acter qu'il n'y a pas de chance et d'aller directement en redressement judiciaire, parce que là, on obère toute perspective pour les créanciers d'être payés un jour. Il y a aussi cet aspect-là. Donc, du coup, on a défendu notre plan, ils l'ont accepté. Et le plan sur 10 ans, à l'époque, paraissait compliqué. Aujourd'hui, il paraît quasiment ridicule. Mais encore une fois, et voilà, donc là, on va le clôturer en anticipation. On le clôture en anticipation essentiellement pour une raison, c'est que quand vous êtes en plan de continuation, donc au moment où vous rentrez en redressement judiciaire, votre note Banque de France passe à 6, direct, sans discussion. À 6, n'imaginez pas ne serait-ce que faire un leasing sur un Mac, hein, c'est fini. Le financement bancaire à 6, c'est nada, que fin de l'histoire. Vous ne créez plus rien. Et en fait, vous partez de 6 en plan de continuation, et après, il va falloir discuter avec la Banque de France en permanence pour essayer de remonter, sachant que meilleur use case, en plan de conti, vous remontez à 4. Vous ne remonterez pas au-dessus. Et en vrai, à 4, le financement, c'est quand même pas hyper cool. Et je trouve que moi, je suis à un marché où je dois acheter des serveurs, machin, ça, et les serveurs, ça s'achète en faisant des prêts, et c'est quand même pas l'éclat. Donc, moi, la principale motivation aujourd'hui de sortie du plan, donc actuellement, c'est de l'argent emprunté à taux zéro sur 10 ans, c'est quand même pas. Enfin, je veux dire, d'un point de vue financier, si on regarde le truc finance, c'est une très bonne opération. Tu as emprunté de l'argent assez conséquemment pour l'époque, à taux zéro pour 10 ans. Enfin, t'es quand même très très bien, quoi. Très concrètement, on a emprunté 2 fois notre chiffre d'affaires à zéro sur 10 ans. À différents créanciers, mais. On est bien, enfin, si on prend de façon cynique cette vision-là financière. Après, les conséquences du truc sont un peu pénibles en Banque de France et aujourd'hui, ils nous dérangent et c'est pour ça qu'on sort du plan. Aujourd'hui, c'est notre principale motivation. Plus le fait qu'effectivement, comme c'est écrit sur le cabis, quand les gens tapent notre nom dans l'RMS, ça s'allume en rouge, et donc ça nous oblige à avoir une discussion compliquée, qui est jamais très bonne en commerce, parce que ça crée un déficit de confiance qui est pas très, très positif. Donc c'est pour ça qu'on va le clôturer en anticipation. Mais très sincèrement, après les conséquences les plus pénibles, oui, il y a un peu de boulot. Oui, effectivement, on m'a tourné le dos certaines personnes. Oui, effectivement, ça te permet de faire le tri entre tes amis.
Par contre, très clairement, ça a sauvé ma boîte et ça m'a permis de devenir un meilleur dirigeant. Et aujourd'hui, la croissance et le développement très, très qualitatif de la boîte qu'on a, qui n'a rien à voir, je la dois à cette procédure et à la qualité de sa mise en œuvre. Très sincèrement, je la trouve très bien pensée. Le seul défaut que je trouve à cette procédure, c'est qu'elle est très mal expliquée dans l'écosystème. Et mal connu, bien sûr. Les banquiers la comprennent pas, tes clients les comprennent pas. Alors les fonds d'investissement, on n'en parle même pas. Ils font pas la différence entre sauvegarde, redressement, liquidation, tout ça. Ils ne savent pas. Donc voilà. Et juste une dernière question, et après on va passer aux questions plus largement posées par le public. Position des salariés, collaborateurs, comment les salariés l'ont vécu? Alors, il se trouve que nous, quand on a pris le choix d'aller dans le sang et les larmes, ça a été une position qu'on a pris avec tous les salariés. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a voté pour le sang et les larmes sauf un. Il est toujours ami avec nous, enfin, il n'y a pas de solution, mais lui, il est parti. Les autres sont restés et pour être totalement franc avec vous, ça a fait office de refondation de la boîte, étant donné qu'on a fait des conventionnels avec tout le monde et qu'ils sont restés bosser en tant qu'associés. En fait, je leur ai donné des parts sur le futur boulot. Et pendant quelques mois, en fait, ils sont restés en tant qu'associés au chômage. En fait, on a recréé la boîte, si vous préférez, à ce moment-là. On a recréé et ça a refait une nouvelle team de fondateurs, si vous préférez, de la boîte. Donc ceux qui sont restés, c'est comme ça que ça s'est fait, et on les a tous réembauchés dès qu'on avait la remontée de trésor. Mais depuis, je vis pas la trésorerie pareil. Peut-être mon dernier conseil, qui est un conseil qu'un avocat va pas vous dire aussi cash, mais que je peux vous dire en tant que chef d'entreprise, c'est ce qui doit vous faire dire que vous êtes en difficulté, c'est pas votre bilan. On a tous des beaux bilans, en fait, parce que le bilan, en fait, il est retravaillé. Le problème, c'est la trésor. Et quand on dit cash is king, c'est vraiment ça, en fait. Votre problème, c'est la trésor. Si vous tirez le diable par la queue en trésor, c'est que vous avez un problème. Et très sincèrement, si vous avez un problème, euh, parlez-en à un conseil, commencez à structurer quelque chose. Il y a des procédures de conciliation avant, et voilà, le redressement, c'est un peu le dernier. Genre, il n'y a pas plus gros, quoi. Mais préparez votre truc, et il vaut mieux faire ça que de faire une mauvaise levée de fonds qui va vous donner une espèce de bouffée d'oxygène d'un an avant que le fonds prenne le pouvoir sur vous, dégage le management, presse la boîte, et que ça se passe mal au final. Là où, très sincèrement, j'ai un peu mangé dur, je vais pas vous mentir, c'était rude un peu, mais j'y ai obtenu quelque chose de meilleur, sincèrement, et c'est une bonne procédure. Et moi, en plus, très sincèrement, je pense que j'avais un peu déconné avant de tirer la sonnette d'alarme. Mais encore une fois, c'était contextuel. J'avais de bonnes raisons qui étaient contextuelles pour avoir tiré. Mais tu étais aussi en discussion avec des possibles levées de fonds. Enfin, voilà, On était sur le point de se faire racheter des millions. Ouais, et encore une fois, le deal a pété pour des raisons exogènes qui n'ont rien à voir avec ça. Et voilà. Mais très sincèrement, moi, j'ai attendu un peu trop. Pour de bonnes raisons, mais j'ai attendu un peu trop. Et donc, encore une fois, si vous avez une boîte en difficulté, et surtout dans ces périodes-là, n'hésitez pas à aller prendre la tâche de conseil. C'est le bon moment pour le faire avant d'être dos au mur, parce que vous aurez moins d'options et surtout, vous aurez moins de temps pour préparer la mise en redressement si jamais ça doit être l'option. Et juste pour compléter le propos sur les salariés, parce qu'il y a eu une question sur cet aspect-là, les salariés, alors c'est toujours en effet, il faut avoir un discours de chef d'entreprise très porteur pour les maintenir dans une logique de la boîte, on y croit et on sait exactement où ça va aller. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, il y a la prise en charge des salaires par l'assurance de garantie des salaires à l'ouverture de la procédure, ce qui peut aussi permettre aux salariés ils n'ont aucun aléa sur le bon paiement de leur salaire in fine. Donc ça permet aussi de détendre une discussion quand la société était parfois en retard sur le paiement des salaires. Cette intervention de l'assurance de garantie des salaires crée aussi un climat social qui peut se détendre un petit peu avec un dirigeant qui va savoir emmener ses collaborateurs pour pouvoir suivre le projet et leur dire qu'en tout état de cause, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'ils aient en tête, il n'y aura jamais de risque sur le bon paiement des salaires puisqu'ils sont protégés par l'assurance de garantie des salaires qui les prendra en charge si la société n'a plus la trésorerie pour le faire. Donc ça libère aussi une discussion et des crispations dans les relations qui peuvent intervenir avec les salariés. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des salariés qui prennent peur de la situation et qui se disent bon, bah, moi, je m'en vais pour être dans une société où la pérennité est moins compromise. Mais là aussi, c'est un tri. Et en tout cas, ce que des salariés qui sortent d'une procédure de redressement judiciaire sont toujours très fiers d'avoir été là et d'avoir vu l'avant, le pendant et l'après.
Et ça resserre aussi les liens, ce que vient de décrire Quentin, je le vois dans beaucoup de sociétés, ça resserre aussi les liens entre collaborateurs, de se dire, dans les moments difficiles, on est resté et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est sorti de redressement judiciaire. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Il nous reste 5 minutes. Alors, pas de licenciement économique. Alors, les licenciements économiques, on peut les faire pendant les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde. Et dans ces cas-là, ça sera pris en charge par l'assurance de garantie des salaires. Et c'est un vrai levier quand on veut faire une procédure de restructuration sociale. Et là, je vais laisser Quentin répondre, mais dans le cas de Clever Claude, il était important d'être dans une logique de se dire on réduit au maximum la masse salariale. Les salariés l'ont tout à fait compris, dans une logique amiable et assumée par la société, pour voir exactement comment l'évolution de la société va permettre derrière des réembauches et un niveau de charge fixe plus élevé. On était dans une situation, quand la procédure s'est ouverte, telle qu'il était important de réduire au maximum le niveau de charge fixe de la société pour se dire quel sera notre niveau d'activité qu'on peut anticiper sur les prochains mois et imaginer des réembauches et un lien à nouveau avec les collaborateurs plus officiel par rapport au niveau d'activité attendu. Le point qui était à mettre en avant, et Quentin ne le dira pas forcément, mais c'est que dans cet aspect-là, pour aussi convaincre les salariés qu'ils étaient pleinement associés dans Clever et dans sa perspective de redressement et dans toutes ces opérations à venir, ils ont été amenés à, s'ils le souhaitaient bien évidemment, à participer au capital. Donc, il y avait une logique de se dire, OK, aujourd'hui, je ne vous vends pas du rêve, la société est en plein retournement, c'est compliqué, mais faites-moi confiance, on va tous travailler ensemble et vous allez avoir une situation qui sera plus que salariée parce que vous allez être associés, que si le retournement est bénéfique, il sera bénéfique pour tout le monde. Et ça aussi, ça a été une ouverture de la part d'un chef d'entreprise parce qu'on est aussi trop souvent confronté à cette logique de le capital social, des chefs d'entreprise qui se disent le capital social, c'est moi et pas un autre. Or, ces ouvertures peuvent fidéliser les collaborateurs et aussi donner une autre dimension à sa société sans perdre la notion de pouvoir. Parce que c'est ce que dit très bien Quentin, ça lui a pris cette notion de c'est quoi un chef d'entreprise et d'être meneur. Et aujourd'hui, c'est le meneur au sein de Clever Claude, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des collaborateurs aujourd'hui qui sont à ses côtés au sein du capital social. Et ça, c'est vrai. Et au contraire, ça renforce la boîte. Ça lui donne une vraie force, en fait. Et j'ai toujours été après dans cette volonté de partager la vision de la boîte, mais clairement, les gens qui étaient là à ce moment-là ont pris plus, et c'est volontaire, et c'est une bonne chose. Et oui, c'est ce qu'on a fait et pourquoi pas licenciement économique à l'époque, c'est parce qu'on voulait être capable de réembaucher facilement sans remise en cause des choses. Il se trouve que oui, pour être sûr de ne pas générer de nouveaux passifs, il y a un moment où il fallait qu'on coupe vraiment les sorties, quoi. Et vraiment, c'était pour éviter de se retrouver dans une posture dégradé dans la relation avec le mandataire et le tribunal. Il fallait vraiment qu'on ait le maximum coupé les sorties de façon à juste montrer une belle progression de la trésorerie parce que c'était ça qui était capital pour l'acceptation du plan. Et pourquoi les réembauches? Parce que c'est logique que les gens qui bossent dans la boîte soient embauchés par la boîte. Mais du coup, on a pu les réembaucher facilement et sans discussion parce que ce n'était pas des licenciements économiques. De mémoire, on en a fait un peu de licenciements économiques sur des postes où on avait décidé qu'on n'allait de toute façon pas réembaucher pendant 2 ans. Oui, parce qu'il y a quand même un changement de stratégie de la société que tu as mené en interne. Oui, au passage, on a changé un peu de strat, et donc il y a certains postes où on était sûr qu'on n'en avait pas besoin, et du coup, on a fait partir les gens dans un licenciement économique parce qu'il était plus favorable pour eux. En fait. Tout à fait. Voilà, eh bien merci beaucoup d'avoir suivi ce casse-croûte juridique. Antoine est encore près de nous, mais non visible à la caméra, mais pour me dire merci à tous et on espère que ça a pu vous donner quelques clés et en tout cas être dans une logique de dédramatiser toutes ces situations et de plutôt les voir comme des leviers plutôt que de les voir comme des choses destructeurs de business. Voilà, merci beaucoup. Si certains dirigeants sont en difficulté et n'osent pas en parler, n'hésitez pas à me contacter. Ça ne me dérange pas de répondre à des questions sur le sujet. Je sais que c'est dur d'être en difficulté et je peux répondre à des questions que des dirigeants peuvent se poser vis-à-vis d'un autre dirigeant. Je ne suis pas conseil en juridique. Hein. C'est juste, je peux éventuellement vous aider à répondre à des questions. Tu l'as vécu en pratique, donc ça sera des réponses. Mais merci beaucoup parce que du coup, ton discours est très opérationnel et du coup beaucoup plus convaincant que tout article de droit. Donc merci beaucoup. Merci Quentin. Merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.